Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'abord d'organiser ce séminaire, ce qui nous permet d'engager un dialogue avec les acteurs du territoire, et vous allez voir que c'est une préoccupation permanente pour notre équipe. Avant d'aller plus loin, je vais vous présenter très brièvement notre équipe. Bruno Coupry, qui va intervenir ce matin, qui est le directeur du bureau d'études OCA et qui est entouré de 3 à 4 ingénieurs qui l'appuient dans le cadre de ce travail. Jean-Christophe Bureau, qui est professeur d'économie à AgroParisTech, ingénieur agronome, et qui intervient évidemment sur les questions relatives à l'espace rural et aux politiques agricoles en particulier. Paul Garcia, architecte, qui va intervenir plutôt en deuxième et troisième phase de ce travail. Stéphane Coursière, qui est ingénieur d'études, cartographe au Centre national de la recherche scientifique et qui a contribué au document que vous allez voir passer, qui est cet atlas des enjeux qui nous a permis de conclure, au moins provisoirement, la première phase de ce travail. Et Léouela Maléfant, qui est urbaniste et géographe et qui travaille à mes côtés à l'université. Et comme l'a dit Roland, je suis maître de conférence à l'université de Montpellier 3, urbaniste. Alors, beaucoup de choses à dire. J'ai compris qu'il fallait les dire vite et bien. Je voudrais, en guise de préambule, rebondir sur ce qu'a dit le président Perrault tout à l'heure. La prospective a des limites. J'en veux pour preuve que le premier grand exercice de prospective qui a été lancé par la DATAR sous l'impulsion de Jérôme Monod à l'époque, qui consistait finalement à esquisser la France de 2000. L'exercice de prospective se termine en 1971. Eh bien, cet exercice-là n'avait juste pas prévu la crise pétrolière de 1973. Et donc, finalement, tout ou presque de ce qui a été annoncé par la DATAR, finalement, est passé à la trappe. Ça veut dire qu'il faut faire avec les crises. En fait, faire avec les crises, qu'il s'agisse des crises climatiques ou des crises démographiques, c'est précisément l'objectif principal de la manière dont on envisage aujourd'hui la prospective. Donc première chose, il y a des limites à la prospective. Deuxième élément, et ça c'est pas fréquent pour des experts, hein, n'est-ce pas Bruno, on n'a pas de réponse aujourd'hui aux questions qui nous ont été posées par Épidore. Voilà, c'est assez peu fréquent parce qu'en urbanisme, je suppose que vous le savez, on a toujours à peu près fait le projet avant de faire le projet. Ça, c'est notre truc. On a tous envie de faire plutôt tel type d'équipement, tel type d'ouvrage, etc. Là, il va falloir faire preuve d'inventivité, d'adaptation pour nous-mêmes. On n'a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de recette et il va falloir faire avec. Ensuite, pour ce qui est de l'esprit qui nous anime réellement, deux choses. Dordogne 2050, c'est d'abord un exercice de prospective territoriale. Donc je dis bien un exercice de prospective territoriale réalisé à travers le prisme de l'eau. En d'autres termes, les questions économiques et sociales qui sont si importantes aujourd'hui pour l'avenir des territoires, elle est au centre. Cette question-là est au centre de nos travaux. Simplement, elle est analysée à travers les enjeux de l'eau. La deuxième chose, c'est que finalement, la plupart des exercices de prospective auxquels on peut comparer Dordogne 2050 ont surtout pour but d'identifier des enjeux, de les hiérarchiser et, je dirais, d'arbitrer entre des scénarios tendanciels. On va essayer de se distinguer un peu de ça. On va essayer de conduire un véritable projet de territoire. En cela, il y a une vraie singularité épidorienne à cet exercice de prospective. Le produit fini, ce que nous devons livrer, c'est un projet qui associe eau et territoire, parce que l'eau doit être à l'ossature du projet de territoire, tout simplement parce que ce territoire est très largement tributaire de l'eau. On y reviendra évidemment à l'occasion des exposés. Alors, je vais dire autrement ce que je viens de vous dire, mais je vais d'abord commencer par ce que n'est pas Dordogne 2050. Donc, ce n'est pas une évaluation de l'eau qui restera pour les usagers en 2050. C'est important.
Il nous faut absolument éviter l'écueil qui consiste à dire, en 2050, d'ailleurs, on y reviendra, mais pourquoi 2050 ? Alors 2050, parce que c'est un peu une limite que tous les exercices à l'échelle d'Adour-Garonne se sont fixés, mais c'est probablement plus 2070 et 2100 qui sont les vrais pas de temps, les pas de temps les plus intéressants sur le plan scientifique. Mais Bruno y reviendra largement. Mais donc l'idée n'est pas de faire une évaluation de l'eau qu'on se partagera, des volumes disponibles qu'on se partagera en 2050 entre, pour faire simple, l'agriculture, l'hydroélectricité, les villes et les industries et le tourisme. Voilà. Ça, je pense que ce n'est pas une bonne façon d'appréhender les choses. C'est pour ça qu'on privilégie la notion de projet, qui fait davantage, à mon avis, rêver et qui peut permettre d'emporter l'adhésion des acteurs locaux. On parlera de projet plutôt que de masse d'eau à se partager à un moment donné. D'ailleurs, je l'ai dit en guise de préambule, il y a tellement de crises, il y a tellement de ruptures, elles sont imprévisibles, celles-ci. Donc, c'est un projet d'adaptation. Voilà, c'est ça le truc. Ensuite, faire un projet qui associe eau et territoire, je vous l'ai dit, mais attention, l'idée des politiques d'aménagement du territoire descendantes et planificatrices, je dirais d'avant la décentralisation, tout ça, ça n'existe plus. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire du projet, je ne sais pas comment je pourrais le qualifier, de projet frugal. On va faire avec ce que l'on a. Et en fait, dans le bassin versant de la Dordogne, il y a beaucoup de ressources, un capital extraordinaire, qu'il soit naturel ou humain. C'est là-dessus qu'on va miser. Ensuite, et parce que c'est une réserve mondiale de biosphère, le président l'a souligné tout à l'heure, il faut privilégier l'innovation sociale et l'expérimentation environnementale. Alors, on ne fait pas ça parce que c'est deux mots sympas et très tendance, l'innovation et l'expérimentation. On fait ça parce que l'UNESCO nous y invite prestement. On est dans une réserve mondiale de biosphère. On a un devoir, et c'est un devoir d'innovation et d'expérimentation. Alors, ce double chantier, on peut le voir finalement à travers deux éléments. Le premier élément, c'est, à travers le diagnostic, c'est d'identifier les bêtises qui ont pu être commises par le passé et de voir comment on peut rectifier le tir dans les années à venir. C'est-à-dire de prendre la question du changement climatique et de la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, c'est souvent perçu comme un problème. L'eau, de toute façon, à chaque fois qu'on discute avec des usagers, l'eau, soit elle manque, soit il y en a trop. OK ? Les poissons, ce n'est pas ceux qu'on voulait pêcher. Voilà, et il y a toujours des conflits d'usage. Bon, alors quand on part de ce principe, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on passe des problèmes au projet ? Voilà. C'est ça, je dirais l'articulation clé et la ligne directrice, c'est d'identifier les bêtises du passé et de voir si on peut profiter de ruptures. Les ruptures ne sont pas forcément des problèmes, l'eau n'est pas forcément un problème, et comment on va profiter de ces ruptures pour essayer finalement de réparer les bêtises du passé et donc préparer avec un projet, dès maintenant, l'avenir de la réserve de biosphère. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. L'idée, c'est pas d'attendre 2050 et de voir ce qu'on va faire. C'est on fait un exercice de prospective, on a un projet de territoire et on voit comment on le met en œuvre dès maintenant. Alors, la condition sine qua non, évidemment, alors on n'échappe pas aux ateliers post-it, on n'échappe pas à la concertation, on n'échappe pas à tout ça, mais parfois ça a du bon, c'est que je ne vois pas comment on peut mettre en œuvre un projet de territoire sans l'adhésion des acteurs du territoire. Ça veut dire que notre boulot, c'est moins un boulot d'expert qui va expliquer ce qu'il faut faire que de gens à l'écoute dans un processus itératif. Le phasage. On est aujourd'hui à la fin de la première phase, c'est-à-dire diagnostic, tendance, définir et partager les grands enjeux actuels et à venir à l'échelle du bassin versant. On a essayé de formaliser, finalement les résultats de cette phase 1 sous la forme d'un atlas. Pourquoi un atlas ? Parce qu'un atlas comporte un certain nombre de cartes clés que chacun peut comprendre et ça nous permet à la fois de hiérarchiser les enjeux, mais surtout de les localiser et de montrer qu'il y a, à l'échelle de ce bassin versant, on y reviendra plus tard, une très grande variété d'enjeux. Les enjeux sont de nature très différente selon que l'on soit à l'amont, à l'aval, en rive droite, en rive gauche, dans une commune riche, une commune pauvre. Et donc, derrière, il y a bien la question des solidarités territoriales qui se posent. Donc, on a privilégié l'Atlas qui nous paraît être un bon outil pour poser notre diagnostic plutôt qu'un rapport épais qui peut éventuellement servir à
caler une lampe ou une table. Ensuite, la prospective, la concertation. C'est ces fameux ateliers de territoire qui vont nous permettre d'aller à la rencontre des acteurs du territoire. On envisage la mise en œuvre de 9 ateliers de territoire, 3 sur la partie amont, 3 sur la partie médiane, 3 sur la partie aval et probablement un atelier transversal. Les ateliers, l'idée, c'est de croiser des enjeux et des territoires. Donc les enjeux qui sont spécifiques à l'amont, à la partie médiane et à l'aval, en sachant qu'il y a évidemment des enjeux qui sont des invariants où que l'on se trouve dans le bassin versant, voire même au-delà. Ensuite, à l'issue des ateliers, esquisser le projet de territoire. On aura identifié, localisé, hiérarchisé les enjeux et à partir de là, on va esquisser un projet de territoire. Et on va le faire, ça peut vous paraître un peu curieux, à la manière des urbanistes. On va faire un plan guide. Ce plan guide, il repose sur un certain nombre de sites qu'on aura identifiés comme étant des sites qui, dans le bassin versant, concentrent des enjeux. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ces sites puissent nous permettre de faire la démonstration que là où il y a des problèmes, on peut réaliser un projet qui associe eau et territoire. Et il y a évidemment une phase de valorisation par la suite. Je reviens sur, finalement, ce que Épidore attend de nous en termes de produit fini à l'issue de toute la démarche. C'est une sorte de plan qui sera... c'est une sorte de schéma. Je ne sais pas si vous le voyez, on le voit assez mal à l'écran. Les couleurs ressortent mal. Ça ressort beaucoup mieux dans le document qui circule. L'idée, c'est d'avoir un certain nombre de sites démonstrateurs qui nous permettent de faire la démonstration de ce qui est possible associant eau et territoire sur l'ensemble du bassin versant. Site démonstrateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, c'est de faire une démonstration. À la limite, même si le projet auquel on a pensé ne se fait pas là, mais peut se faire ailleurs, ce n'est pas un problème. L'idée, c'est juste de donner une traduction concrète à un certain nombre d'éléments auxquels on a pensé. Alors, on va avoir des projets, des micro-projets qui vont donc s'esquisser, qui vont se répondre, se compléter les uns les autres, et qui, en creux, vont esquisser ce projet qui associe eau et territoire. Alors, je vais laisser la parole à ma collègue, juste pour dire que même si on est à l'issue de cette phase 1 qui est encore provisoire, on a déjà sillonné le bassin versant de l'amont à l'aval, notamment avec Jean-Christophe Bureau, Paul Garcia. Et ça a été extrêmement précieux pour donner un peu d'épaisseur sociale, un peu de chair, évidemment, à la STAT qui nous a principalement servi pour réaliser cet atlas. Les ateliers territoriaux dont je vous ai parlé, par lesquels on passera pour identifier les sites et pour les mettre en musique. Construire le projet de territoire, on ne construit pas un projet de territoire et on ne fait pas de projet à l'échelle des sites sans des maîtres d'ouvrage locaux. Donc l'idée, c'est évidemment non pas d'aller à la pêche aux maîtres d'ouvrage, mais que ce soit clair, Épidore ne sera pas le maître d'ouvrage des projets que nous pourrions faire à l'échelle d'une dizaine de sites. Sur chaque site, il peut y avoir un maître d'ouvrage, qu'il soit public ou qu'il soit privé, et l'idée, c'est de travailler avec deux solutions. Soit des projets existent et ils sont déjà dans les cartons, simplement ils sont mornés, alors on va les faire revivre, et essayer de faire en sorte que l'eau soit un élément revitalisant, si vous voulez, pour ces sites. Et puis, on a des sites sur lesquels on aura nos propres idées, on sera nos propres maîtres d'œuvre. En schématisant, on va faire un exo de maîtrise d'œuvre à l'échelle des sites et on aura soit un maître d'ouvrage naturel susceptible d'être rencontré à l'occasion de l'exo, soit un maître d'ouvrage qui apparaîtra à un moment donné. Mais on a une liberté extraordinaire, c'est que c'est un simulacre. S'il ne se fait rien à l'échelle de tel ou tel site, peu importe, on aura fait la démonstration que c'est possible ici comme ailleurs. Voilà. Et ce qui est important, c'est que ces sites puissent se compléter les uns les autres. C'est-à-dire qu'on ait des enjeux de différentes natures, de l'amont à l'aval du bassin. Et vous imaginez bien que pour notre
client pour Épidore, il est important d'avoir un relatif équilibre des sites de l'amont à l'aval. Je ne nous vois pas faire, Bruno, 10 sites démonstrateurs autour de la Bourboule et oublier tout le reste du bassin. De la même manière qu'on ne va pas faire tout notre travail autour de la vallée de la Dordogne. Le bassin versant, c'est 23 500 km², ce n'est pas les 200 km autour de la Bourboule. Donc voilà l'esprit qui nous anime. Et évidemment, en guise pour commencer un peu le travail, on a profité du site internet qui a été monté par Épidore pour essayer de prendre un peu le pouls, pour savoir finalement si les acteurs locaux mettaient les questions économiques, sociales et environnementales au même plan. Alors, je vais tâcher en quelques diapos de compléter ce que vient vous dire Alexandre, en sachant qu'il a déjà dit beaucoup de choses, donc je vais passer très rapidement. L'idée est de compléter en 3 diapositives la présentation sur la façon dont Dordogne 2050 vise à associer les acteurs du territoire. Comme vous l'a dit Alexandre, l'objectif de Dordogne 2050, c'est de travailler en proximité avec les territoires et de travailler de façon opérationnelle avec eux sur les projets qui sont développés localement. Donc, la façon dont on va pouvoir travailler avec les territoires va s'organiser autour de plusieurs outils. Cette journée, aujourd'hui, est l'un de ces outils. C'est un premier séminaire qui vise à être un temps fort d'échange, de restitution globale de l'avancement de la démarche. Un second séminaire sera prévu au cours de l'année prochaine pour restituer et échanger sur les prochaines étapes à venir de Dordogne 2050. Mais ce sont vraiment deux grands temps forts qui sont prévus au fur et à mesure de l'avancement des travaux avec les territoires. Donc, entre-temps, entre ces 2 séminaires, enfin, avant même le premier séminaire et ensuite entre les 2 séminaires qui sont prévus, on peut aussi s'appuyer sur d'autres outils pour à la fois diffuser de l'information vers les territoires, donc vers vous, et puis vous permettre de faire remonter aussi de l'information. Donc comme Alexandre l'a évoqué, Épidore a déjà diffusé un premier questionnaire qui visait un peu à poser le diagnostic, ou en tout cas à recueillir votre perception de la situation sur le bassin aujourd'hui. Je vais revenir sur la diapositive suivante de façon très très rapide. Outre ce questionnaire, donc également comme Alexandre l'a évoqué, des enquêtes de terrain ont été réalisées durant tout le printemps. Et puis, il existe un site internet, donc dordogne2050.fr, qui vise justement à être un fil rouge de la démarche, que ce soit en termes de partage d'informations ou de recueil de vos avis. Donc, c'était d'ailleurs sur ce site internet que vous pouviez accéder au questionnaire mis en ligne par Épidore. Et puis, c'est également sur ce site internet que l'on pourra mettre l'atlas, les comptes rendus de réunions tels que le séminaire aujourd'hui et partager toutes les autres informations liées à la démarche. Et puis l'autre grand outil de travail avec les territoires est, comme l'a indiqué Alexandre, ces rencontres territoriales qui sont prévues pour discuter de projets concrets. Donc, en une diapositive sur le questionnaire. Donc, déjà, c'est un questionnaire qui a reçu un grand nombre de réponses. Il en a été enregistré 146 entre la fin janvier et la mi-mai. Donc, ce qui est déjà un premier signe de l'intérêt qui peut être porté à ce type de démarche et à cette réflexion à l'échelle du bassin de la Dordogne. En sachant que parmi les répondants, on a quand même une surreprésentation de personnes avec un profil axé vers l'environnement ou
même plus directement sur la gestion de l'eau. Donc ça veut dire que certaines réponses sont un peu biaisées et ne reflètent pas forcément les perceptions qui peuvent être plus généralement admises au niveau de la société. Donc de fait, j'ai noté ici vraiment des indications qui sont plus liées à des questions, à des préoccupations environnementales, voire des préoccupations liées à la ressource en eau. L'idée est d'insister sur le fait que ce sont des éléments d'information utiles aussi pour alimenter l'Atlas et pour savoir sur quels aspects on peut peut-être pointer des décalages entre ce qui ressort du questionnaire et ce qui ressort des données chiffrées du territoire. Donc de façon très majoritaire, les répondants ont identifié 2 sujets très importants pour lesquels, parallèlement, ils ont noté une tendance à l'aggravation ces dernières années. C'est à la fois la perte de biodiversité, en sachant que derrière cette notion de biodiversité, les acteurs peuvent mettre des composantes différentes. Pour certains, on parle vraiment de biodiversité remarquable. Pour d'autres, on entend toute la biodiversité, y compris une biodiversité plus commune. Et puis, le deuxième sujet de préoccupation pour lequel une aggravation est notée, ce sont les espèces envahissantes. Par ailleurs, un autre sujet a été jugé très important, c'est celui de la pollution. Mais pour celui-ci, les répondants ont majoritairement considéré que c'était un sujet qui était plutôt en voie d'amélioration. Après, dans une moindre mesure, 2 autres sujets importants ressortent. C'est le manque d'eau, qui lui aussi tend à s'aggraver. Et c'est le 3e sujet pour lequel les répondants ont noté une aggravation après la perte de biodiversité et le développement des espèces envahissantes. Et le 4e sujet important, c'est celui de la perturbation du transport sédimentaire. Mais par contre, là, on a noté que c'est un sujet qui reste quand même mal connu, mal perçu, puisqu'il y avait beaucoup de répondants qui ne se sont pas forcément positionnés sur ce sujet-là, ne sachant pas si c'était un sujet important ou moins important, si c'était un sujet qui s'améliore ou qui s'aggrave. Et un dernier point qui va me permettre aussi de faire le lien avec la suite de la présentation, c'est la place de ces préoccupations de changement climatique dans le questionnaire et dans les réponses au questionnaire. Donc cette notion de changement climatique apparaissait peu dans les questions qui étaient posées. Et de fait, elle est peu ressortie aussi dans les réponses spontanées des participants au questionnaire. Alors que là, c'est un sujet qui va être largement abordé, notamment dans la présentation qui va être faite par Bruno Coupry dans le cadre du premier exposé, et qui sera suivi après par Jean-Christophe Bureau, plutôt sur la partie eau et activités agricoles et forestières, puis par Alexandre Brun sur la partie eau et territoire au sens lieu de vie. Donc voilà, je laisse la parole à Bruno.